voilà, on est toujours ici en direct de l'Arsenal de Metz dans un écrin architectural magnifique. Je vous rappelle que l'endroit où on se trouve ici a été qualifié comme plus belle salle de spectacle acoustique d'Europe. C'est là où le son est exceptionnel. Je pense que vous m'entendez bien là-haut. On va pouvoir démarrer. On va parler de cette thématique, le rapport de l'autorité de la concurrence dont le ministère des Finances a saisi l'autorité de la concurrence pour réfléchir sur l'assouplissement des règles de l'entremise immobilière, j'emploie le terme qu'a employé l'autorité de la concurrence, et l'idée que l'on se pose, c'est qu'est-ce que le professionnel aujourd'hui apporte que les clients n'auraient pas autrement. Pour en parler, on a réuni les meilleurs professionnels de l'immobilier en France. Ils sont à la tête de réseaux qui représentent aujourd'hui l'essentiel des transactions immobilières qui sont ce qu'on appelle intermédiaires. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le président d'Orpi France, Guillaume Martineau. Brice Cardi, le président de l'Adresse. Charles Marinakis, le président de Century 21. Et enfin, un triomphe à Éric Alouche, le président, directeur exécutif d'ERA France. Merci messieurs d'être avec nous. Alors on va mettre tout de suite les pieds dans le plat, parce que ça chauffe quand même un peu. Vous avez vu et vous avez relu les 5 points qui ont été relevés par l'autorité de la concurrence. On va la faire courte. L'autorité de la concurrence a été saisie par le ministère de l'économie et des Finances d'une demande d'avis concernant le fonctionnement du marché immobilier de l'entremise immobilière. J'emploie vraiment le terme à dessein. L'autorité constate que la loi Hoguet du 2 janvier 1970, qui encadre le métier de l'entremise immobilière, pourrait, en raison de l'évolution du secteur, être clarifiée et assouplie. L'autorité dit que la loi constitue un frein, écoutez bien, que la loi Hoguet constitue un frein à une offre de services innovants ou à une baisse des taux de commission qui sont en moyenne de 5,78 en France, identifiés par l'autorité en 2022, versus au-dessus de l'Union européenne en moyenne à 4% TTC. L'autorité considère que la baisse des commissions dégagerait un gain de 3 milliards d'euros au bénéfice des ménages, plus en adéquation, et estime même que la loi en elle-même n'est plus en adéquation avec les pratiques actuelles, puisque de nouveaux acteurs non soumis à cette disposition proposent des services similaires. Tout est dit dans l'idée. Je vais vous demander de réagir parce que c'est quand même assez chaud. Et la première chose que je vais vous demander, et vous l'avez lu le rapport bien évidemment, et vous étiez vent debout contre, et on peut comprendre pourquoi. Moi j'ai envie de vous poser la question à chacun en préambule aussi, c'est pourquoi le ministère des Finances a-t-il posé cette question? Parmi tous les sujets, il s'est dit comme ça, on va saisir l'autorité de la concurrence. On va commencer par Guillaume Martineau. Ah, c'est moi qui gagne. Bon. Eh bien, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils nous posent cette question et qu'ils remettent tout en cause? Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nous, les professionnels? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une salle avec que des professionnels, que des gens compétents. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, justement, pour qu'on évite de nous bousculer comme ça? Et aujourd'hui, moi, en préparant cette réunion, je me suis interrogé en me disant, mais finalement, quand on regarde ce que proposent les autres, le particulier à particulier, d'autres organismes, finalement, ils prétendent faire la même chose que nous. Donc c'est peut-être que nous, les professionnels, on s'est laissé déborder. À un moment donné, on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Je pense à des choses toutes bêtes, la rédaction des compromis, avoir des comptes séquestres, des choses qu'on a laissé filer, peut-être parce qu'on pensait qu'on était incontournable, et finalement, il est en train de nous arriver ce qui est arrivé au taxi il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on est en train de se faire attaquer de tous les côtés. Donc, on ne nous aime pas. Quand je dis qu'on ne nous aime pas, c'est que la politique du logement actuellement, du gouvernement, il n'y a pas de politique du logement, il n'y a pas de cap, il n'y a rien.
Donc on ne fait pas pleurer dans les chaumières, donc c'est en fait à nous tous ici de faire ce qu'il faut pour faire mentir finalement ce rapport. Donc on doit se réinventer, mais ce rapport arrive peut-être parce qu'on a laissé faire certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Merci Guillaume. Tout à l'heure, on évoquera d'ailleurs, puisque ça c'est le préambule du compte-rendu du rapport, les mesures concrètes qui ont été proposées, parce que ça c'est chaud quand même par rapport à la profession. Alors, je reprends ce que tu disais, parce que c'est très juste. Le gouvernement a deux attitudes. La première attitude, c'est on va faire baisser la commission, parce qu'on se dit que ça va profiter aux ménages. Bon, ça peut s'entendre, il y a un débat. Et la deuxième, vis-à-vis des professionnels, c'est une réaction corporatiste, tu vois. C'est-à-dire que en fait, ce que vous voulez, c'est sauver votre boulot, dans une certaine mesure. Expression et analyse Briscardi. Alors, la première question qu'on s'est posée quand on s'est réunis entre professionnels, c'était justement d'éviter de tomber dans le piège. Parce que finalement, il y a deux sujets. Il y a le sujet de savoir si la vocation de nos gouvernants, c'est d'encadrer les honoraires afin de les aligner finalement sur la norme européenne, ou si on a encore un excès de libéralisme de notre président et savoir si on tend à une déréglementation. Et on sait malheureusement, et je veux pas faire fuir la salle, mais on sait que, je crois que c'est en 2008, lorsque ça s'est posé en Espagne, on sait que ça a complètement décimé finalement le modèle d'agence avec vitrine. Donc quand on s'est réunis, je me rappelle de différents échanges qu'on a eus avec certains qui sont ici présents, c'était justement de dire de ne pas tomber dans le piège. Parce que la loi Hoguet, finalement, elle n'est pas récente. On va dire que c'est une loi qui commence à avoir un certain âge, mais qui finalement rencontre un franc succès. Tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir Jean-David, qui était présent sur le plateau, qui est en effet fondateur et directeur d'Opinion Système. Si on décortique l'analyse, quand on sonde les Françaises et les Français lorsqu'ils passent par les agences immobilières, si on enlève finalement la démarche des honoraires, donc c'est le fameux débat, on est, je crois, presque à 98 ou 99%. Et si on met les honoraires, on est en moyenne, j'ai vu un sondage passer, je crois qu'on est à plus de 92%. Donc on n'a pas bien compris le propos, en fait. Les Françaises et les Français nous apportent la preuve qu'ils sont attachés à l'idée d'être accompagnés. Pareil, ça a été compliqué, parce que c'est aussi un piège qu'on a voulu éviter, c'était de nous dire qu'il fallait laisser la place à certains nouveaux systèmes, on va dire plus digitalisés, etc. Mais finalement, ces systèmes existent déjà. Oui, oui. J'ai pas le nom du président et de la marque, mais il avait fait un aveu. Oui, oui, non, mais c'est ce que l'autorité dit. Il dit finalement, quelle différence entre ces plateformes? Tu as absolument raison de l'indiquer, parce que c'est bien ça. Il y a un lobby qui s'est exercé en disant, nous, on peut faire la même chose pour beaucoup moins cher, on n'a pas besoin d'être qualifié, et donc vous devez assouplir les règles. Parce que c'était un frein, effectivement, pour l'exploitation. C'est exactement ça, mais le même président, le président de cette marque a fait l'aveu de faiblesse en disant qu'il pensait à tort que les Françaises étaient attachées finalement au prix. Les Français, ils veulent du service. Exactement. Et s'il y a bien une étape de vie qui est extrêmement importante, dans laquelle on a besoin d'être accompagné et d'être entendu, écouté avec toutes les belles choses qui ont été dites préalablement, je pense justement que les gens, ils sont là pour apporter un service, et quel que soit le coût. Donc je pense que c'est un faux débat. Très clair. Merci Brice. Éric, le compte-rendu de l'autorité, juste pour bien avancer sur le sujet, je vais vous lire la première recommandation qui ont été... réglementation numéro 1. Instaurer une obligation, bon vous l'avez lu ça, instaurer une obligation de dresser dans le mandat, une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel afin que le client puisse détenir une information complète pour négocier les honoraires. Alors, on n'a pas attendu l'autorité de la concurrence pour agir à ce sujet-là, puisque depuis l'origine que ERA est présent en France, c'est-à-dire depuis 1992, on a ce qu'on appelle l'engagement de service, qui sont effectivement tous les points sur lesquels l'agent immobilier qui obtient le mandat s'engage. Et s'il ne respecte pas son engagement, ce qui n'est même pas prévu dans la loi, on peut résilier le mandat. Donc on n'a pas besoin de l'autorité de la concurrence pour nous dire ça. Cette recommandation-là, pour moi, ne pose aucun problème. Juste pour revenir un petit peu en arrière, si je peux me permettre, c'est qu'on n'a pas compris, enfin moi en tout cas, je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi l'autorité de la concurrence venait nous chercher des poux, alors qu'en fait, aujourd'hui, la concurrence est libre. Aujourd'hui, vous pouvez passer de particulier à particulier, vous pouvez passer par un notaire, vous pouvez passer par un réseau dit de mandataires, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez même négocier vos honoraires, puisque maintenant c'est autorisé, a priori. Donc on ne comprend pas pourquoi. Est-ce qu'effectivement,
il y a un a priori sur notre profession, peut-être que c'est le cas. On peut effectivement parler de tout, on peut aussi parler des honoraires, alors peut-être qu'on va y venir un petit peu plus tard, mais ce rapport est partisan, il est tronqué, il est erroné. Pour prendre juste un exemple rapidement, vous avez un exemple très intéressant qui est dans le rapport. Alors je vous engage à le lire, hein, c'est un peu soporifique, mais je vous engage à le lire. En France, on est à 4,80 hors taxe d'honoraires moyens. En Allemagne, on est à 4,6. Vous voyez, on n'est pas loin quand même. L'Allemagne est un grand pays. Donc quand l'autorité dit qu'on est à 5,78, tu dis que c'est Mais oui, parce que c'est une disparité. On compare des carottes avec des choux, ça n'a strictement rien à voir. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la marge en Allemagne, les marges sont de 31%, et en France, elles sont de 14%. Donc vous arrivez à un revenu en Allemagne qui est de 2 852 € par vente, c'est effectivement ce qui figure dans le rapport. Hein. Alors qu'en France, on est à 1 387. Cherchez l'erreur. Où est le problème ? Le problème vient peut-être pas des agents immobiliers. Merci beaucoup. Ah. Alors, pour que cette table ronde ait vraiment du contenu et qu'on ressorte avec des idées très précises, Charles Marinakis, je vais vous lire la recommandation numéro 2. Vous la connaissez. Uniformiser les règles relatives à l'affichage des annonces, que le paiement des honoraires incombe à l'acheteur ou au vendeur afin d'améliorer la lisibilité de l'information et de limiter les effets de report des honoraires du vendeur vers l'acheteur. Moi, quand j'ai lu ça, les bras m'en sont tombés, littéralement. Charles. En fait, c'est assez intéressant ce dispositif, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui avait déjà été énoncé par la DGCCRF, la problématique de à qui était la charge des honoraires et aussi la problématique de l'affichage. Pour revenir sur l'avis de l'autorité de la concurrence, en réalité, cette saisine d'office, enfin cette saisine du ministère de l'économie et des finances auprès de l'autorité de la concurrence est véritablement une mascarade parce que Eric l'a bien rappelé, notre marché n'a jamais été aussi concurrentiel que sur les 10 dernières années. Évidemment, il ne vous a pas échappé que le marché de l'immobilier s'est très favorablement développé sur les 10 dernières années et que mécaniquement, tous les marchés qui sont toniques deviennent aussi attractifs et il se crée un certain nombre d'opérateurs qui veulent profiter de cette croissance de ce marché-là. Bien, on a vu exactement la même chose dans l'immobilier. On a bien sûr vu l'émergence des réseaux d'agents mandataires, mais pas que, des plateformes aussi type, puisque Brice c'est Proprio auquel tu faisais allusion tout à l'heure, comme Haussmann, Proprio ou les agences de papa. Mais force est de constater que, d'une part, on ne les a pas empêchés d'arriver sur ce marché, parce que quelle est la finalité de l'autorité de la concurrence ? C'est de s'assurer qu'un marché, il est perméable, et que donc il n'est pas sclérosé, et que quelques acteurs ne le dominent pas au point de ne pas laisser venir de nouveaux intervenants qui profiteraient aux consommateurs. On n'est pas du tout dans cette configuration, et Eric l'a bien rappelé. Donc c'est une véritable mascarade, mais dans tous les textes, ça, la garantie d'action, on l'a tous, l'engagement de service, ça fait longtemps qu'on le fait. L'annonce, on ne fait que respecter les textes. Si on nous dit que les honoraires sont à charge acheteur ou vendeur, ben on se conformera à la législation. Et encore une fois, la DGCCRF nous avait donné un indicateur pour ça. Mais ce qui est grave dans l'autorité de la concurrence, dans cet avis-là, et moi, d'abord, j'ai été auditionné. J'allais dire j'ai eu la chance, je ne suis pas sûr de pouvoir le dire comme ça, mais j'ai été auditionné par l'autorité de la concurrence. Ce qui est très vexant, c'est la méconnaissance totale, mais totale des organes de l'État, de cet organe-là d'autorité de la concurrence, mais des plus hauts responsables de l'État, sur le vrai métier d'agent immobilier. Et la vraie valeur ajoutée que nous amenons, que vous amenez tous les jours dans vos agences en étant des commerçants de services de proximité. Et là, c'est une pierre dans notre jardin. Je rejoins ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Peut-être qu'on n'a pas été assez bon dans la manière dont on explique ce qu'on fait, même si nos réputations ont beaucoup progressé. Hein. Jean-David, tu ne nous diras pas le contraire. Globalement, l'image des agents immobiliers a bien progressé. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment à expliquer. Il faut qu'on le fasse. On doit reprendre notre bâton de pèlerin pour expliquer la noblesse du métier que nous faisons. Vous avez entendu tout à l'heure sur la première table ronde des gens qui sont passionnés par ce métier-là. Transmettons cette passion. Écrivons notre valeur ajoutée. On a des réseaux d'agences physiques. On est présents tous les jours, tous les matins. Des entrepreneurs lèvent le rideau, ouvrent leurs agences. Ils créent des emplois. Ils payent des loyers. Ils ont des assistantes. Ils partagent leur vie avec les commerçants du quartier. Ils sont sponsors de l'association sportive, etc. C'est des vrais acteurs locaux engagés dans la vie de la cité. Et ça, on n'a pas su transmettre ça. Et il faut absolument qu'on le fasse. Et on va s'organiser pour pouvoir le faire. Merci Charles. Applaudissements.
J'adore la façon dont tu formules les choses, c'est toujours d'une clarté. Je vais vous lire la recommandation numéro 3. Oui, tu voulais ajouter peut-être, Guillaume. Oui, parce que ce que vient de dire Charles, c'est ce que disait notre confrère, je crois, de Guy Hockey tout à l'heure, qui parlait d'amour. Et finalement, quand je nous dis, et je m'inclus évidemment dedans, qu'on n'a pas su peut-être faire ce qu'il fallait, non pas vous qui êtes là, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes engagé, vous êtes venu jusqu'à Metz, vous vous intéressez à ce qui se passe, mais on doit sortir de l'image qu'ont les Français finalement de l'immobilier, un métier où on gagne de l'argent facilement, on ouvre une porte et c'est fait. Et donc, c'est une chance en fait qu'on nous attaque. Parce que quand on attaque, on est obligé de se défendre et puis d'anticiper. Donc quelque part, ça va nous obliger à être meilleurs. Pousser nos confrères dans nos communes avec qui on travaille, le fichier AMEPI est une chance parce qu'on travaille entre concurrents, d'être assis là tous les quatre, c'est une chance parce qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé ça. On a la chance on fait de la compétition, souvent Jean-Michel Monet parle des compétiteurs, donc on n'est pas loin d'y arriver. Mais il faut qu'on prouve maintenant qu'on est capable de le faire et qu'on mérite nos honoraires. Parce que tu demandais pourquoi finalement on est attaqué. Mais c'est un écran de fumée. Parce qu'il vaut mieux lâcher les chiens sur les agents immobiliers, ça ne fait pas pleurer dans les chaumières. Et puis au moins, pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est que rien n'est fait sur le logement sur le long terme. Il n'y a pas de plan d'engagement sur le long terme. Donc on nous attaque, nous, en faisant croire que ce sont nos honoraires qui bloquent le logement. Et ce n'est pas le cas. Donc il faut prendre ce rapport comme une chance de réinventer et de se pousser derrière très fort pour s'améliorer. Voilà. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des réactions corporatistes au sens propre, hein? Oui, là on est entre nous, donc on essaye de se rassurer en se disant qu'ils sont méchants et nous on est les gentils. Il y a peut-être un peu de corporatisme, donc il faut sortir de notre milieu et aller conquérir finalement des parts de marché qui sont des parts de cœur en fait. C'est conquérir les Français, leur montrer que ces systèmes où on vous promet que ça sera gratuit, c'est comme vendre l'essence à perte, hein, ça fallait l'inventer quand même, qui va les vendre, qui va aller se lever le matin pour travailler à perte? Moi je ne sais pas faire. Donc en fait on doit, le corporatisme existe peut-être, mais pas tant que ça. Et puis on a nos syndicats qui doivent nous aider, et puis nous, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est individuellement qu'on doit faire ce qu'il faut. Et puis je pense être un peu plus agressif, entre guillemets, vis-à-vis des pouvoirs publics, et puis pas finalement faire ce qu'ils font toujours, c'est avoir la langue de bois. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Quand on est d'accord, le dire. Quand on n'est pas d'accord, le dire aussi, posément, sans agressivité. Mais nous sommes des gens bien. On travaille humainement, on fait vivre des entreprises, tu l'as dit Charles. On loge des gens, quels que soient les milieux, quelles que soient les couleurs politiques. Donc on travaille pour tout le monde. Je voyais mon confrère landais qui est ici, qui travaille avec Franck Volpi, que je félicite et que je remercie pour sa participation. Voilà, où qu'on soit en France, on participe à loger des gens. On fait un métier qui est noble. Il faut juste arriver à faire passer cette idée qu'on n'est pas là juste pour prendre de l'argent sans rien faire. On fait un vrai travail. Alors, recommandation, merci Guillaume. On l'applaudit Guillaume. On va avancer. Recommandation numéro 3. Soumettre les plateformes de diffusion en ligne des annonces immobilières aux obligations d'affichage prévues par l'arrêté de 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. On a l'impression vraiment, Brice, quand on lit ce rapport, qu'il y a des choses qui concrètement ont déjà été faites par la profession. On a même l'impression, c'est assez bizarroïde, qu'ils découvrent des choses qui existaient déjà. Bon. Mais qu'il y a, on disait tout à l'heure un peu, c'est ce que disait Éric Alouche, presque une volonté d'essayer de trouver vraiment le défaut de la cuirasse, d'essayer de démonter quelque chose. Est-ce que c'est un signe qui est vraiment à prendre et pas à la légère? Et comment, toi, ton point de vue aussi, on peut s'organiser mieux pour défendre justement la profession, autrement que par des réactions de corporatisme inutiles? Alors, en effet, moi, je suis assez partisan d'un propos qui dit « la meilleure défense, c'est l'attaque ». Je pense qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère avec des ambitions que je partage, dans lesquelles je m'inscris complètement, qui est la rénovation énergétique. Et je pense qu'on n'a clairement pas les moyens de nos ambitions. Avant de parler de ce sujet-là sur lequel, justement, on peut complètement, nous, s'inscrire et avoir un champ lexical qui soit commun au niveau des réseaux, tu parles de toutes les obligations légales auxquelles sont soumis les agents immobiliers. Et tu parles des plateformes, justement, sur la publication.
Avant de venir, je me suis intéressé à une étude qui est sortie d'une grande association de défense des consommateurs, et pour une fois qu'elle va dans l'intérêt des professionnels, il faut prendre le temps de la relever. Elle a démontré qu'aucune, je ne dis pas 10%, 5%, aucune annonce publiée sur les sites réservés aux particuliers, PAP pour ne pas le nommer, Le Bon Coin, ne répond aux obligations. Aucune. C'est-à-dire que dans la complétude aujourd'hui de ce qu'on demande, aucune annonce qui sont publiées sur ce type de support ne protège aujourd'hui le consommateur. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir qu'on communique. Et je pense que, pour rappeler ce que disait Guillaume, la véritable faiblesse qu'on a, mais qui est un mal qu'on connaît partout, hein, et parfois pas toujours dans des relations professionnelles, c'est le faire savoir. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du savoir-être, parce que je reste convaincu qu'au-delà des enseignes que l'on représente aujourd'hui, ça reste un métier de rencontre, ça reste un métier de rencontre dans une étape de vie qui est extrêmement importante pour les Français. Derrière l'idée, il y a le savoir-faire. Pour ça, on a des méthodes parfois qui sont différentes, mais on a un trop commun qui est la formation. On s'est beaucoup parlé sur ce sujet-là, à savoir d'arriver à uniformiser certains types de formations, parce que finalement, on fait à peu près la même chose. Et le plus important, et c'est là qu'on verra dans les semaines à venir jusqu'où les cadres qu'on est aujourd'hui avec tous les autres acteurs de la profession, comment on est capable finalement de travailler le faire savoir. Je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est de rappeler le rôle qu'on joue, c'est de rappeler aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais Charles, qui a l'air d'être précis sur les chiffres, mais je crois qu'on n'est pas loin de 70% de taux de pénétration au niveau des Français qui passent par les agences immobilières. Un autre chiffre qui ressort dans l'étude dont je faisais écho, c'est que, et ça m'a encore plus surpris, seuls 20% des gens qui passent par des sites de particuliers trouvent un acquéreur. Il faut rappeler que là, il y a un coût. Nous, on est quand même un des rares métiers à être payé qu'au résultat. C'est-à-dire qu'on déploie un maximum de moyens, mais on est payé finalement qu'au résultat. Les sites d'annonces coûtent moins cher, mais si seuls 20% d'entre eux y trouvent un acquéreur, il faut réfléchir. Et il y a une dernière chose qui joue vachement aujourd'hui. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir et qui regrettent d'avoir perdu du temps dans ce type d'annonce, c'est le temps. On a un marché qui est en train de se retourner, avec un marché qui est baissier. Je peux vous garantir qu'avec des taux qui ont augmenté de 400% en 2 ans, ou grossièrement, hein, sur le prix moyen de l'immobilier, 1%, c'est à peu près 10% de moins dans la poche du vendeur. Je peux vous garantir aujourd'hui qu'on a des gens à qui on a estimé leur bien il y a 1 an, qui viennent nous voir et qui pleurent. Donc je pense que le résumé de l'histoire, c'est vraiment que nous, professionnels, comme on a su le faire avec la MEPI, je ne sais pas s'il y aura quelque chose qui sera dit sur la MEPI aujourd'hui, je l'espère, bien ici. Et je pense que le prochain sujet, c'est de dire qu'il y a un magnifique projet qui est la rénovation énergétique, clairement de souligner que la filière est complètement grippée. Elle est grippée, la filière. Nous, Réseau L'Adresse, on a essayer d'être un des acteurs un peu plus engagés avec un pack éco-logement et autres. Le constat aujourd'hui, c'est que si vous voulez répondre aux critères d'octroi pour les prêts, vous avez pratiquement aucune chance d'avoir les subventions, notamment de MaPrimeRénov'. Donc il y a un vrai paradoxe, on nous demande des résultats et on ne nous donne pas les moyens de le faire. Et aujourd'hui, il faut savoir que les petits bonhommes qui sont sur le terrain et qui ont contact auprès des clients et qui accompagnent, qui conseillent, si derrière on leur dit quelque chose mais que dans les faits on n'arrive pas à les suivre, il y a un sujet. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se mettre d'accord tous ensemble et qu'on parle d'une seule voix. C'est extrêmement clair. Merci. Applaudissements. Alors, justement, on va enchaîner avec ces 5 recommandations et la recommandation numéro 4. Imposer l'élaboration d'une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique pour faciliter son intelligibilité et sa lisibilité. Quand tu l'as lu, ça, Eric, ça a dû te faire rire, non ? Ça m'a fait rire, oui, parce que ça fait une fiche de plus, ça fait un strate supplémentaire administratif. Je pense que ce n'est pas vraiment le boulot de l'autorité de la concurrence de faire ça. Je pense qu'il y a d'autres préoccupations qui sont beaucoup plus importantes. Donc effectivement, ça me laisse un petit peu pantois. Alors ce que disait Brice tout à l'heure est très important. Je crois que l'enjeu pour nous, parce que c'est ça finalement qui compte et qui doit nous faire réagir par rapport à ce rapport, l'enjeu c'est de nous unir, que les syndicats s'entendent. Les réseaux, c'est déjà le cas, puisque nous on se voit régulièrement et on est tous d'accord sur le fond. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui nous attaquent, parce que ça fait très longtemps. On a eu M. Lefebvre, de mémoire. On a eu d'autres personnes, M. Lefebvre qui voulait supprimer notre mandat exclusif. On a eu d'autres attaques. On a eu à l'époque Mme Duflot. On a eu plein de choses. Et ça nous a rapprochés, parce que moi, ça fait 28 ans que je suis dans l'immobilier, vous voyez, donc je suis un vieux monsieur de l'immobilier, on va dire ça comme ça. Et j'ai vu une évolution très intéressante. Effectivement, on a créé le fichier AMEPI.
c'est très important que les professionnels travaillent ensemble. On a créé Bien Ici, qui est le portail des professionnels de l'immobilier, qui est quelque chose d'extrêmement important dans un monde effectivement où on voit des concentrations capitalistiques qui ne sont pas vraiment dans l'intérêt de nos professions. Nous avons également le CNTGI. Il faut qu'on continue dans cette direction-là et ça doit nous faire réagir par rapport à cette situation qui va continuer parce que de toute façon, à un moment donné, il est toujours de bon ton de taper sur les agents immobiliers. Donc pour répondre à ta question précisément, ce sujet-là me fait sourire. Ça fait une strate supplémentaire, une fiche. Qui va payer cette fiche? Ce n'est pas le travail des agents immobiliers de faire des fiches là-dessus, c'est plutôt aux diagnostiqueurs. On mélange les genres. Tout ça, ça me fait un petit peu penser à un problème qui est toujours présent, c'est que les gens ne connaissent pas notre profession. Que ce soit malheureusement nos élus ou que ce soit même l'autorité de la concurrence, on a l'impression parfois qu'ils débarquent, qu'ils nous sortent des trucs, on ne sait pas d'où ça sort, et ils ne nous entendent pas. Ils ne nous ont pas entendus au CNR, ils ne nous entendent jamais, ils nous posent des questions, et ils n'en tirent aucune conséquence. Tout ça est bien triste. Donc il faut vraiment que nous nous unissions pour être plus forts, que nous créions, pourquoi pas, notre ordre professionnel dans nos métiers, qui sont des nobles métiers, qui sont des vrais métiers, qui ne sont pas des métiers de porte-clés ou de personnes qui grattons l'argent alors qu'en fait, il n'y a rien en face. C'est totalement faux et ça mérite d'être dit, ça mérite même d'être crié et ça mérite que nous fassions un ordre professionnel à ce sujet. Applaudissements. Merci Eric. Cinquième recommandation, et on aura balayé, on va dire, globalement le rapport. Je vous rappelle qu'il est accessible en ligne et intégralement. Mettre à la disposition, donc recommandation numéro 5, Charles, mettre à la disposition du public, à titre gratuit, les données immobilières détenues par les notaires sur les prix de vente des biens immobiliers et les commissions perçues par les professionnels de l'entremise immobilière. La base de données des valeurs financières, disent DVF, passe DVF, mise à disposition du public à titre gratuit, comporte des biais. En effet, le prix de vente du bien indiqué dans la base correspond à la base taxable, pour les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, et inclut le montant donc des honoraires payés par le vendeur. Cela est de nature à augmenter artificiellement le prix de vente du bien et limite l'intérêt de cette base pour les particuliers. Je ne vais pas continuer, mais là, je pense qu'on a très bien compris le mécanisme qui est voulu dans cette 5e recommandation. Charles Marinakis. Oui, c'est assez ciblé, encore une fois, cet avis de l'autorité de la concurrence, quand on le lit avec beaucoup de précision, on s'aperçoit qu'il instruit qu'à charge, il n'instruit pas à décharge. Donc il a été fait sciemment, probablement dicté par d'autres considérations que la seule considération de rendre le métier transparent, parce que le métier, ça fait très longtemps qu'on l'a rendu transparent. Les obligations légales, on les connaît par cœur, les obligations de transparence, d'information. Les données de notaire, elles sont déjà disponibles librement sur des sites Internet. Il faut prendre les consommateurs pour des imbéciles. Tout le monde aujourd'hui a accès à ces données-là. Elles sont libres de droit. Donc ça n'a pas de sens que d'imposer cela à l'agent immobilier alors qu'il le faisait déjà spontanément. Non, la vraie problématique, il ne faut pas tourner autour. C'est toujours, et c'est ce sur quoi a voulu nous attaquer l'autorité de la concurrence, c'est la problématique du montant des honoraires. Mais vous savez, il n'y a pas 1000 manières de vendre un bien, il n'y en a que 3, c'est ou par annonce, par agence ou par hasard. Et lorsque vous le vendez par agence, vous avez un service d'accompagnement. Le hasard, on va laisser chacun s'en occuper. Et quant à l'annonce, vous pensez vraiment que celui ou celle qui met son bien en vente sur le Bon Coin ou sur Se Loger, puisque maintenant c'est accessible aux particuliers, vous pensez vraiment qu'il a retiré le montant de la commission, même s'il a donné un mandat simple à un agent immobilier ? Donc c'est une vue de l'esprit d'imaginer que le vendeur, parce qu'il va passer par un site d'entremise de particulier à particulier, va diminuer ses desiderata du montant des honoraires. Bon, c'est comme les taux de crédit, à chaque fois qu'ils ont baissé, ils ont fait augmenter les prix, ils n'ont jamais profité aux acquéreurs. Encore une fois, j'insiste sur la méconnaissance, et c'est ça qui est paradoxalement dangereux, et Guillaume l'a rappelé, la méconnaissance totale, d'accord, des décideurs. Et c'est pas faute d'essayer de leur expliquer, mais on est assez peu entendu, pour ne pas dire pas du tout entendu sur ces sujets-là. Voilà, ils méconnaissent totalement les mécaniques, d'accord, la mécanique de transaction et les services d'accompagnement. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est grave. Et moi, ce sera mon cheval de bataille pour les années qui viennent, parce que nous méritons bien plus de reconnaissance que celle qu'on veut bien nous attribuer. D'autant qu'on est attaqué, vous l'avez tous rappelé, depuis des années.
Systématiquement, d'abord on nous crée des contraintes supplémentaires, des contraintes réglementaires, des contraintes sociales, des contraintes organisationnelles, des contraintes fiscales. On s'est adapté systématiquement, on a progressé dans la relation client, dans les services qu'on mettait à disposition, dans nos compétences, au travers de la formation. Et vous voyez, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, on est toujours là. Nonobstant les plateformes qui ont changé 10 fois de modèle, nonobstant les millions d'euros qui ont été engloutis dans des startups dont on nous a expliqué qu'elles allaient faire les visites à notre place et les estimations à notre place. Donc tout ça veut dire que notre place, dans le décorum de l'intermédiation française, non seulement elle est légitime, mais elle est souhaitable. Et très sincèrement, vous méritez bien plus de reconnaissance que ce que l'État veut bien nous accorder aujourd'hui. Merci. Tout à l'heure, je vous annonçais 5 recommandations. Je me suis légèrement trompé. Il y en a une 6e, qui est de supprimer l'interdiction faite aux notaires négociateurs d'afficher leurs annonces immobilières dans les vitrines de leur office notarial. Dans le cadre de nos tables rondes, pour les réactions, je vais vous demander d'y réagir. À chaque fin de table ronde, je demanderai à Henri Buzicazo, ici présent, le président de l'IMSI, de venir en mode expert débriefer les propos hautement importants engagés dans cette période-là. Il arrivera sur notre plateau d'ici 2 à 3 minutes pour justement poser le décor. Guillaume, vous vouliez réagir? Mais oui, mais les notaires, moi j'ai exercé dans le Vexin une époque avant d'habiter dans les Landes. J'avais le président de la Chambre de Versailles en face de moi qui faisait de la négociation. Et je lui avais dit un jour, d'ailleurs, si vous pouviez vendre du miel et faire pompe à essence, vous le feriez, parce qu'il voulait prendre sur tout. C'est un combat, en fait. On a du corporatisme, du côté des notaires, on a les avocats aussi qui vont s'y mettre. J'entendais ce que disait Charles, finalement, on s'épuise à passer à discuter avec des pouvoirs publics qui changent au gré des majorités, des ministres qui virevoltent plus vite que les saisons. Donc en fait, on s'épuise tous, nous les professionnels, vous tous, à parler à des gens qui changent et qui ne nous écoutent pas. Il faut qu'on change et qu'on passe donc par le cœur de notre cible, c'est-à-dire les consommateurs, qu'on leur explique mieux ce qui se passe. Le fait que les notaires veuillent mettre des affichettes, bon, elles seront jaunies avec le temps, collées avec des aimants dans un coin, puis ça fera comme ça. Donc c'est un combat d'arrière-garde. On sait qu'ils veulent... c'est à nous, en fait, de reprendre la main, parce qu'encore une fois, j'insiste peut-être lourdement là-dessus, mais si les notaires nous attaquent, c'est parce que trop souvent, on a abandonné nos compromis par facilité en disant « on va les laisser faire ». Et à chaque fois qu'on laisse faire un notaire, on se fait avoir. Voilà. Donc il faut reprendre la main là-dessus. Ce que tu dis là devrait être gravé dans le marbre de chaque agence immobilière. Merci Guillaume. Je vais justement, on va bien réagir. Vous voulez réagir peut-être sur les notaires très rapidement? Charles Marinakis. Sincèrement, les affiches des notaires, je m'en fous royalement, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ça ne changera absolument rien au décorum des agents immobiliers. Oui, si je peux juste rajouter un petit truc là-dessus. On est arrivé à un subtil équilibre il y a bien longtemps entre la profession de notaire et celle d'agent immobilier. Et on est arrivé à un équilibre. Donc je ne vois pas trop la raison pour laquelle on veut changer tout ça. Et là, ce n'est pas du corporatisme. Le corporatisme, c'est s'accrocher à quelque chose. C'est juste quelque chose qui marche. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Et un notaire est un officier ministériel, je rappelle. Donc il a accès à un certain nombre d'informations privilégiées auxquelles n'a pas accès un agent immobilier. Donc ça, justement, ce serait fausser la concurrence que de laisser un officier ministériel obtenir des informations et faire du commercial, alors qu'en fait, c'est statut de départ. Et la philosophie de l'officier ministériel lui interdit en principe. Merci beaucoup. Non, moi je voudrais... Brice Cardi. Alors moi je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Charles, parce que je me fous réellement de ce que font les notaires, et puis tout a été dit de part et d'autre. Non, je rebondis en revanche sur les notaires, sur ce que tu racontais avant, si je peux me permettre, oui, sur la notion de transparence, la DVS, les biens vendus, etc. Je dis ça parce que je fais partie de ceux qui ne croient pas à un marché avec un effet plateau. Généralement, l'effet plateau, il ne tient pas très longtemps. Si on étudie tous les cycles, on est soit sur un marché haussier, soit sur un marché baissier, qui dépend en fonction du secteur où on se trouve. Généralement, sur du logement classique, on va dire qu'on est pratiquement à 70% des Français qui se logent, qui passent par la case crédit. Donc clairement, l'argent a changé de camp. Et actuellement,
parfois je m'arrache les cheveux d'entendre les consultants qui, clairement le marché aujourd'hui, les délais se rallongent, donc l'effet c'est les stocks de mandats qui s'accroît et des prix qui commencent à être négociés. C'est quand ils vous disent, ça sonne pas, j'ai pas de visite, j'ai pas d'offre, et qu'ils vous disent, pourtant c'est au prix du marché. J'ai fait un peu long, mais tu vas comprendre où je veux en venir. La base des biens vendus, je crois qu'elle est remise à jour tous les 6 mois. C'est ça. Moi, ce que je dis aux consultants quand je m'exprime auprès d'eux, c'est de leur rappeler que le marché, c'est pas le vendeur qui le fait. Le vendeur, et là on va connaître un syndrome d'embouteillage très prochainement, parce que crise ou pas crise, avec les banques qui ont fermé les vannes, parce que taux d'usure, tout ça, ça a été bullshit, ça a été une carambouille, comme savent le faire certains gouvernants. La vraie raison, c'est que les banques, elles ont fermé depuis 1 an les robinets, et pour autant les gens n'ont pas cessé de se marier, de faire des enfants, de divorcer, bref. Donc il va y avoir, je l'espère, je ne sais pas quand, une situation de rattrapage. Tout ce que je vous dis, c'est que moi, ce que je le rappelle sans cesse, c'est que c'est l'acquéreur qui fait le marché. Quand on a été confiné, le premier truc, dès le moment où le taux de mortalité a été enfin, on a eu des bonnes nouvelles, j'ai demandé, par la voix de mes associés, de demander à leurs collaborateurs de rappeler tous leurs clients pour savoir à quelle sauce allait reprendre finalement le marché. Est-ce qu'ils sont en attente ou pas? Et aujourd'hui, clairement, la notion de j'ai rentré un mandat, il est au prix marché, c'est une bêtise, pour ne pas dire autre chose. C'est l'acquéreur qui, lorsqu'il s'engage sur un crédit de 20, 25 ans, à des taux à 4, qui finira à 5 en fin d'année, c'est lui qui détermine le marché. Donc, ces histoires de transparence, etc., pour répondre à la question du thème qui était qu'est-ce qu'apporte un professionnel auprès d'un client, il apporte la connaissance du marché. Et pour revenir sur DF, puis après je relaisse la parole aux autres, l'ADF, il faut rappeler quand même qu'elle ne précise pas si l'appartement, il a une cuisine qui a été refaite, qui a coûté 50 000 €, ou si la cuisine est à refaire, etc., etc. Donc, on fait véritablement un métier où, d'un étage à l'autre, d'un appartement à l'autre, la valeur, elle peut parfois varier de 10 à 15 %. C'est très clair. Applaudissements. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous fassiez un triomphe à Henri Bizicazo qui va nous rejoindre sur le plateau. Henri, tu vas avoir la parole pour débriefer les propos. Ce que l'on peut, pour faire un peu le verbatim, dire que faut-il espérer encore quelque chose de ce gouvernement et tout simplement du président Emmanuel Macron dans, on va dire, les politiques publiques menées à la fois pour le logement et l'accompagnement de l'industrie immobilière? Il semblerait malheureusement que non. D'ailleurs, la table politique mettra en relief toutes les défaillances structurelles de ces politiques du logement. À quoi l'attribue-t-on? Tu as la parole pour débriefer cette table ronde. Merci beaucoup. Alors, je vais faire un mix entre un compte-rendu fidèle de l'essentiel de ce que vous avez dit, et puis vous pensez bien que je ne suis pas venu à Metz pour ne pas donner mon avis personnel. Voilà, ça paraît clair. Sur un sujet aussi crucial. Première observation, Éric arguait de ses 28 ans d'expérience dans l'immobilier, pour moi c'est presque 35, eh bien je vous dirais quand même que je constate quelque chose avec beaucoup de plaisir. On a passé des dizaines d'années à trouver beaucoup de défauts, nous, dans la communauté, à cette loi Hoguet. À la trouver trop contraignante, trop ceci, trop cela, bon, à souhaiter telle ou telle évolution. Tout d'un coup, quand le péril sur cette loi, sur ce cadre d'activité arrive, on s'aperçoit quelle vertu elle a, cette loi. Et de manière unanime, il y a une partie des acteurs qui ne sont pas ici, même les derniers entrants qui sont évoqués dans le rapport, je pense au réseau de mandataires, qui exercent sans doute au prix d'un aménagement de la loi Hoguet. Même ceux-là se sont liés, associés à vous, pour dire on ne veut pas que la loi Hoguet soit menacée pour la transaction immobilière. Je précise quand même de quel ordre serait le danger. Après la lecture des recommandations, le danger, il est simple. Il consiste à dire que la transaction pourrait être dérégulée, c'est-à-dire que les barrières à l'entrée qui existent aujourd'hui, les 4 grandes conditions de la loi Hoguet, c'est des obligations d'aptitude, c'est des obligations de responsabilité civile, de garantie financière et de moralité. Bon. Eh bien que ces barrières à l'entrée seraient à l'origine d'honoraires plus élevés dans notre pays que dans les autres pays de la communauté. Et que donc, en les supprimant, en laissant la transaction livrée elle-même, en quelque sorte, on ferait baisser ces honoraires et on récupérerait au profit des ménages 3 milliards d'euros. Et l'administration de biens, elle ne serait pas mangée à la même sauce, mais elle resterait dans le giron de la loi Hoguet.
Il y a même par ailleurs la volonté plutôt de renforcer la réglementation sur l'administration de biens. Donc une hiérarchie quand même, qui serait créée. Voilà quel serait le péril. Alors, je voudrais vous dire que, selon moi, il ne faut pas céder à la paranoïa, qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, et qu'il faut préférer le doute à l'autosatisfaction. C'est ce que j'ai entendu de vous, mais je le dis avec mes mots. Alors, pas de paranoïa parce que, voyez-vous, vous avez été lucide là-dessus, vous n'êtes pas les seuls qu'observe Bercy, l'autorité de la concurrence. Voilà. Simplement, vous voyez ce qui vous concerne. Si on vous exhumait le nombre de rapports sur d'autres secteurs d'activité, vous apercevriez que vous n'êtes pas les seuls. Bon. Ça, c'est la première chose. Et puis, la raison, c'est que vous êtes une profession de service, avec des honoraires, comme d'autres le sont. Les taxis ont été attaqués en leur temps. Les notaires. Eh bien, oui, quand la politique publique n'est pas à donner de l'argent au logement, on se dit, tiens, où pourrait-on trouver cet argent pour les ménages dans le logement? Et donc, c'est chez les prestataires de services ou les mandataires qui sont là. Donc, pas de paranoïa. Pas non plus d'angélisme. Est-ce que ce rapport sera enterré? Est-ce qu'il n'en sortira rien? Et est-ce qu'au fond, cette table ronde, elle est théorique parce qu'il ne se passera rien? Le ministre du Logement disait au congrès d'une autre grande famille professionnelle que la FNAIM, l'UNIS, il y a quelques jours, il n'est pas au calendrier de faire quelque chose de ce rapport. Attention, il n'est pas leader. C'est le ministre de l'économie et c'est le ministre de la justice pour la loi Hoguet. Donc, méfions-nous des paroles rassurantes qu'il a pu avoir, qui pour moi ne sont que parcellaires. Et par ailleurs, l'autorité de la concurrence, quand elle fait un rapport, ça n'est pas pour rien du tout. Et puis, préférer le doute à l'autosatisfaction. Qu'est-ce qu'il y a comme recommandation? Il y a des choses qui même rendent compte d'une méconnaissance de ce qui existe déjà, chez les acteurs ou dans la loi, obligation de plus de transparence d'information. Mettons tout ça de côté. Bon. Méfiez-vous quand même aussi, vous êtes ici sans doute les meilleurs. C'est pas pour vous faire plaisir. Il y a des enseignes leaders très exigeantes qui ont fait beaucoup pour faire avancer la valeur ajoutée. Tout le monde n'est pas à la toise. Il y a un écart type entre la qualité de service dans cette profession qui est considérable, entre les moins bons et les meilleurs. Et ça, c'est un risque pour vous. Il n'y a pas d'homogénéité suffisante dans les pratiques professionnelles. Et donc, c'est plutôt les plus mauvais, ceux qui se font payer pour pas grand-chose, qui vous menacent. Mais ils existent. Ne vous voilez pas la face. Et cela n'informe pas assez, ne travaille pas assez. Sur l'insuffisance de la valeur ajoutée pour justifier les honoraires, tu l'as dit et tes confrères aussi, quand on voit aujourd'hui que c'est de l'ordre de 20% de la profession qui rédige les avant-contrats, il y a un problème, la valeur ajoutée est en recul. Évidemment, va derrière le séquestre des fonds qui est associé. Cette dimension juridique et économique qui est dans la prestation, que la loi vous demande de faire, si vous ne la faites pas, vous ne justifiez plus l'honoraire. Et donc le sujet, ce n'est pas le niveau de l'honoraire, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a vraiment grand-chose dedans chez tous les professionnels? La réponse est non. La réponse est non. En matière de formation, quand je vois, et vous mesurez l'attachement que je peux y avoir comme président d'école, qu'il y a encore des discussions pour savoir si il faut obtenir le décret d'application de la loi de 2014, ALUR, qui rendrait obligatoire une formation minimum à l'entrée, avant habilitation, mais je me demande si vous mesurez le risque que vous fait courir d'ouvrir ce débat, alors que même la loi est votée, et que vous l'avez souhaité à l'époque, en ces termes. Donc attention à une valeur ajoutée qui est trop faible en moyenne, même si quelquefois elle n'est pas vue tout simplement, mais quelquefois elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Question de formation, question de prestation. Et aussi interrogez-vous, c'est ça le doute, sur vos modes de facturation. Je finirai par là. Il y a un problème. Le marché a augmenté dans les zones tendues dans les 15 dernières années de 200, 300, 400%, les prix. Vos honoraires, le mode majeur de fixation des honoraires, c'est l'indexation sur le prix, c'est le pourcentage. Et le rapport de l'autorité part du pourcentage. Vous n'avez pas mené la réflexion, certains l'ont fait, certains dans les modèles traditionnels, certains avec des start-up, on a cité Haussmann, on a cité les agences de papa qui ont changé de nom. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à une forfaitisation, à des paliers d'honoraires? L'indexation pure et dure sur le prix vous a fait courir un énorme risque.
Quand les prix augmentent, est-ce que ce sont vos efforts qui augmentent ou est-ce que vous êtes porté par la vague tout simplement économique? Ce sujet-là, vous ne l'avez pas mis au cœur de vos réflexions. Nous ne l'avons pas mis au cœur de nos réflexions, je suis des vôtres. Là, je fais l'éditorialiste. Eh bien, vous voyez bien que c'est ça aussi qui a mis le feu aux poudres. Voilà, donc pour moi, pas de peur excessive, pas d'angélisme, une grande vigilance à avoir. Et puis derrière, profitez, ça a été dit, Brice l'a dit aussi, profitez de cette crise pour vous poser dans l'urgence, les bonnes questions sur la valeur ajoutée, sur le partage de la valeur ajoutée. Et quand j'entends qu'aujourd'hui, Eric et d'autres vont jusqu'à dire qu'il faudrait une organisation ordinale, d'abord je suis très heureux à titre personnel, mais je mesure le chemin que vous avez fait. Vous avez envie d'une haute exigence auto-imposée, et je crois que c'est ça la voie de l'espoir. Applaudissements pour Henri Buzicazo. Merci Henri. Je te laisse retourner à ta place. Henri nous fera le plaisir de débriefer chaque table ronde. Là, pour le coup, la prochaine table ronde, ce sont les défis à relever pour la copropriété. Je voudrais, merci messieurs, venez à côté de moi, s'il vous plaît. Venez. Ça permet de faire des photos aussi. Voilà, je voudrais que vous remerciez l'ensemble des patrons de réseau qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous pour cette matinale, avec Eric Alouche pour ERA France, Charles Marinakis pour Century 21, Brice Cardi pour l'adresse et Guillaume Martineau pour Orpi France. Merci, applaudissements pour eux, ils peuvent. Merci. Vous logez les Français, messieurs, c'est important. Alors voilà, on a une photo.